Bonjour à tous et merci pour ton introduction, Pierre. Merci de nous avoir invités ici à parler de cette technique un peu nouvelle peut-être. Je vais parler d'ethnographie mobile et dans le domaine de service design pour essayer de mieux comprendre comment les visiteurs, les touristes appréhendent les services touristiques et particulièrement dans les destinations. Alors j'ai fait les slides qui sont majoritairement en anglais, ça c'est pour Larry. I kept some in English for you, Larry. Et quelques-unes sont en français, tu me pardonneras. Excuse me. Alors, tout d'abord pour dire que on parle de l'expérience, on en a parlé à midi pendant le déjeuner. Moi, j'ai passé un séjour sabbatique il y a 2 ans au Canada, au Nouveau-Brunswick, à l'Université du Nouveau-Brunswick. Et à l'époque, avec les collègues du Nova Scotia aussi, il y avait beaucoup de travail sur l'expérience touristique. Et j'ai eu l'occasion de partager certaines de ces expériences avec eux. Et donc au niveau théorique, si je puis dire, on parle de toute cette littérature sur la logique du service, Service Design Logic. On parle de la création de valeur qui existe non seulement pour les entreprises, bien sûr, mais aussi pour les clients. Et cette création de valeur vient de cette interaction entre clients et entreprises. On parle aussi de l'émergence, tout le monde est bien au courant de ça, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc on sait qu'on a affaire à des nouveaux consommateurs qui sont en train de changer, bien sûr, leurs pratiques, mais aussi les nôtres en tant que marketeurs et destination managers. Et puis, dernier point sur lequel on travaillait, c'est le service design. C'est un aspect qui n'est pas très utilisé encore dans le tourisme, qu'on utilise bien dans d'autres domaines de service. Je suis allé l'année dernière à une conférence à San Francisco sur le service design et toutes sortes d'industries étaient représentées, sauf le tourisme. Il n'y avait personne du tourisme là. Une parenthèse, il y avait la chaîne hôtelière Holiday Inn qui faisait participer de cette conférence. Mais Service Design, on s'occupe donc d'essayer de mieux comprendre comment créer des services pour nos clients de façon à maximiser la qualité, maximiser la satisfaction du client, puis maximiser la création de valeur entre le client et notre entreprise. Alors, un marketing qui change. Traditionnellement, le marketing, c'était des entreprises vers les consommateurs. Et maintenant, on a vraiment un marketing avec les consommateurs. On sait qu'on doit utiliser les consommateurs pour faire du marketing. On travaille avec eux. Le touriste crée de la valeur, notre client, il crée de la valeur pour nous. Et le travail de l'entreprise et de la destination, si on parle de destination, c'est de faciliter cette création de valeur, la mettre en place et la faciliter. Alors ces clients, que ce soit les touristes d'affaires ou les touristes de loisirs, il faut bien comprendre qui sont-ils, ce qu'ils font, comment ils vont nous aider à créer de la valeur. Et on a besoin d'outils pour ça. On a besoin de comprendre quelles interactions vont exister et comment on va mesurer ces interactions. Information, nouvelles technologies, je vais passer là-dessus assez rapidement. Tout le monde est au courant, mais on sait qu'il y a des nouvelles pratiques, bien sûr, qui ont émergé. Et on sait qu'il y a des nouvelles opportunités pour nous en matière de marketing, mais aussi en matière de suivi, en matière de méthodologie de recherche. On peut utiliser ces nouveaux outils, et je vais vous en montrer un exemple tout à l'heure, pour mieux comprendre comment le client appréhende donc son interaction avec la destination de produit. Alors je ne reviens pas non plus aussi sur toute cette consommation finalement touristique qui commence bien avant que le client vienne sur la destination, tout ce qu'on appelle avant la consommation, pendant le voyage si je puis dire, et puis ensuite après. Et pendant toute cette période de temps finalement, le client est en contact avec la marque, on en a parlé encore à midi, avec la marque Canada notamment pour ceux qui viennent ici, et avec les nouvelles technologies, il y a une correspondance qui se fait régulièrement. Alors ces nouveaux outils, vous les connaissez. Et puis, vous verrez déjà que les destinations les utilisent. J'imagine bien que vous faites au Canada comme chez nous. J'ai mis des photos en bas à gauche, notamment c'est la ville d'Antibes, Jean-les-Pins, sur la Côte d'Azur, que vous connaissez peut-être. Biot, un petit village dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Et puis aussi Mougins, un autre petit village dont je vais vous parler un peu plus tard. Pour voir que ces technologies-là, elles sont à la portée de tout le monde, pas seulement des pays ou des grosses destinations ou des villes, mais aussi des tout petits villages qui facilement peuvent se mettre en relation avec leurs clients par l'intermédiaire des nouvelles technologies, des tablettes, des téléphones portables, etc. Alors,
Nos clients sont bien évidemment connectés, ils font tout un tas de choses, hein, je ne vais pas énumérer tout ce qu'ils font, mais surtout pour dire qu'on peut les utiliser aussi avec leurs outils, avec leur smartphone, on peut les utiliser pour comprendre ce qu'ils font, où ils vont. Et ce n'est pas seulement une question de géolocalisation, mais on peut les utiliser pour mieux comprendre comment ils suivent leur trajet, leur voyage vis-à-vis des services. Et quand je parle d'un voyage de service, ce n'est pas seulement toute la destination qu'on prend en compte, mais à l'intérieur d'un restaurant, d'un hôtel, d'un palais des congrès, d'une visite d'attraction, etc. On peut essayer de comprendre mieux comment ils fonctionnent. Alors, vous allez m'aider au fond, s'il vous plaît, en technique, parce que là, j'arrive plus à avancer. Voilà, on y arrive, merci. Et donc, ces clients, ils ont à la main leur smartphone, leur tablette. Vous connaissez certaines de ces utilisations. Et nous, on voulait développer un outil qui nous permette d'utiliser ça, d'utiliser cette interaction entre le client et la tablette ou le téléphone portable, le smartphone. Alors, je reviens un petit peu sur le service design. Deux, trois petites choses, je vous laisse lire ça en anglais si vous le désirez, mais tout simplement, c'est une approche qui permet de mettre le client au centre de nos considérations pour dessiner, construire les services. Alors on fait ça, c'est vrai, en marketing depuis un petit moment, depuis longtemps même. On n'appelait pas toujours ça service design. Maintenant, il semble qu'il y a un gros mouvement dans ce domaine-là. Il y a des entreprises qui se spécialisent dans le service design, il y a des consultants qui le font, et des universités qui travaillent là-dessus beaucoup. Et tout ça, encore une fois, ça nous permet de mieux appréhender la construction du service pour le client. Alors que ce soit, on se pose des questions quand on crée des services pour les clients, le où, le quand, le quoi, le comment, le pourquoi, que ce soit pour créer des nouveaux outils comme ces kiosques que vous voyez maintenant dans les aéroports, dans les gares, dans les offices du tourisme. Hein. On essaie de créer de la valeur aussi pour les clients. Une carte, là vous reconnaissez la carte de métro de Paris, pour créer une carte, ce sont aussi des efforts de qualité de service qui sont à prendre en compte. Comment gérer l'itinérance dans un système de métro, comment gérer le passage des gens dans un aéroport pour qu'ils puissent reconnaître les différentes allées dans les gates, l'enregistrement, etc. C'est pas fait au hasard, hein, tout ça, il y a une logique de création de services dans ce domaine-là. 5 principes au niveau du service design. Tout d'abord, essayer de parler le même langage que nos clients. Hein. Donc, être vraiment à l'écoute des clients et vraiment se mettre à leur écoute et à leur service en les faisant parler d'une part et en utilisant leur vocabulaire, en faisant attention à bien respecter leurs attentes. Deuxième aspect, bien comprendre qu'on peut tous être créatifs et ce n'est pas seulement le service manager ou le marketing manager qui va créer les services, c'est aussi le client. Il faut donner la parole donc à ce client pour récupérer un certain nombre d'idées. De ce côté-là, on parle de co-création avec les clients. Le service, c'est aussi comme un film, on va dire, et quand on fait du service design, on a des screenshots, hein, un peu comme dans une bande dessinée, on les met les uns à côté des autres, puis on voit une évolution du service, et on essaie de comprendre comment cette séquence se met en place, et on essaie notamment de noter chacun des touch points, on appelle ça des moments de vérité aussi. Chaque touch point, c'est ce qui va véritablement affecter le client, aussi bien positivement que négativement dans la relation de service qu'il y a avec la destination ou avec le prestataire de service. Et ensuite, il faut bien montrer comment ça se met en place, donc créer une évidence de service. Alors l'évidence, ça peut se démontrer avec des photos, ça peut se démontrer avec des vidéos, ça peut se démontrer avec des textes, des commentaires, mais à chaque fois que le client ressent quelque chose, on doit être capable de montrer, de démontrer, de mettre en évidence ce touchpoint, ce moment de vérité. Et puis bien sûr, garder en tête the big picture, comme on dit, hein, même si on évalue par exemple le trajet de service dans un palais des congrès comme celui-ci, il y a des choses qui ne sont pas forcément sous le contrôle du palais des congrès, par exemple le temps, la météo, les chauffeurs de taxi de Montréal, les trafics dans la rue, etc., les travaux qui vont nous permettre d'arriver à l'heure ou pas à l'heure à notre réunion. Ça fait partie de la big picture et il faut qu'on le prenne bien en compte. Donc l'objectif quand même, c'est
dessiner, si je puis dire, to design le service journey du client et de bien le comprendre. Alors, plus particulièrement maintenant, sur ce que nous avons réalisé, ce dont je vous parle maintenant, c'est d'un projet qui s'appelait Service Design as an Approach to Foster Competitiveness, Sustainability of European Tourism. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne et qui a regroupé un certain nombre de partenaires dont je vais vous parler pour travailler sur le développement d'un outil de service design en utilisant l'ethnographie mobile dans le domaine du tourisme. Alors les partenaires, ce sont ceux-ci. Le projet était géré par MCI Tourism, qui fait partie de l'université d'Innsbruck en Autriche. Et puis il y a un certain nombre d'écoles, de consultants, de personnes qui ont travaillé sur le développement informatique de l'outil, qui ont travaillé, puis aussi des organisations, des destinations, des événements, des prestataires de services touristiques qui ont servi de site pilote à l'évaluation de notre projet. Alors, vous voyez un petit peu où étaient tous nos sites pilotes. On a travaillé en Norvège, on a travaillé en Finlande, on a travaillé en Hollande, en Allemagne, etc. Et dans chacun de ces endroits-là, on a sélectionné un type d'expérience touristique. Alors, c'était parfois un bateau de croisière, c'était parfois un festival, c'était parfois une visite de village ou un événement autre, qui nous a permis d'utiliser et de tester l'outil qu'on avait mis en place. Alors les objectifs du projet, c'était de développer un outil mobile avec un smartphone notamment ou avec une tablette et par l'intermédiaire d'une application qu'on a développée pour Apple et aussi pour Android, on a créé un outil qui nous permettait donc d'évaluer tous ces touchpoints dont nous parlons là. Autre objectif du projet européen, c'était de faire de la dissémination dans les universités et puis aussi auprès des professionnels du tourisme. Donc on avait un programme de conférences qui nous permettait aussi d'aller présenter ce projet, puis cette méthodologie. On a donc développé un certain nombre de sites pilotes et on a travaillé avec des professionnels du tourisme pour tester donc notre outil. Et puis l'objectif final, c'était par l'intermédiaire d'une conférence et puis d'un site web de partage, essayer de partager notre connaissance finalement et faire bénéficier toute notre méthodologie à plusieurs pays d'une part et puis plusieurs professionnels du tourisme dans le monde. Alors, les sites tests que moi j'ai utilisés notamment avec mon équipe de l'école en France, on était sur la Côte d'Azur. Mon école est située entre autres à Sophia Antipolis à côté de Nice et on a travaillé avec Antibes-Jean-Lépin en bas à gauche et puis à droite Mougins. Alors certains d'entre vous, si vous connaissez la Côte d'Azur, vous connaissez sans doute ces villes ou ce petit village de Mougins qui sont connus pour plusieurs types de raisons, outre le côté Côte d'Azur, mais Picasso habitait à Mougins, c'est un des petits villages typiques de la région. Enfin bref, on a bien vu l'intérêt de ces directeurs d'office du tourisme avec lesquels on a parlé pour utiliser notre outil. Parce qu'encore une fois, ils avaient déjà une sensibilité à l'outil technologique, au smartphone, et ils étaient très intéressés de cette nouvelle méthodologie qu'on leur amenait. Et on a travaillé donc de façon qualitative, c'est une approche de recherche qualitative, avec des clients, des touristes de ces deux sites par l'intermédiaire de journées. Alors nos clients spécifiquement, c'était le directeur de l'office de tourisme, leur équipe de com. Et à Mougins plus particulièrement, ils étaient intéressés par notre évaluation de petites stations avec des codes QR, un Quick Response Codes, QR Codes, qu'ils avaient disposés à l'intérieur du village pour essayer de guider les touristes qui pouvaient visiter le village, puis avec leur téléphone, avoir de l'information en téléchargeant le Quick Response Code et puis en savoir plus sur une anecdote, une histoire, des photos, des choses comme ça dans le contexte de la destination. Alors, cette méthodologie de technologie mobile, qu'est-ce que c'était? D'abord, une approche qualitative. Deuxièmement, on recrute bien évidemment des participants. On recrutait de préférence des participants qui avaient déjà un outil smartphone ou alors on en avait à leur disposition. On mettait ça entre leurs mains. On leur demandait ensuite d'uploader dans une zone Wi-Fi l'application. Ça prend 3 secondes, c'est gratuit sur le marché Apple ou Android. Et ensuite, on les briefait, si je puis dire, on leur expliquait ce qu'on attendait d'eux et on leur expliquait d'avoir une expérience touristique et puis d'identifier à chaque fois les fameux touchpoints.
hein, qu'on essayait d'identifier. Je vous montrerai ça un petit peu plus dans le détail. Alors, ils ont donc cette application sur leur téléphone qu'on appelle My Service Fellow, hein, c'est le nom de l'application. Et puis, ils se baladent, ils vont sur ce qu'on appelle un service safari, un voyage de service, encore une fois, selon les différents contextes. Et puis, ils devaient identifier les touchpoints, en sachant que ce n'est pas à nous de leur dire quels sont les touchpoints, c'était véritablement à eux de décider de leur propre chef que ça, c'est quelque chose qui m'affecte positivement ou négativement. Et quand le safari, si je puis dire, était complété, on les recueillait ensuite, on faisait un entretien de sortie, et en touchant un bouton, dans une zone Wi-Fi encore, toutes les informations qu'ils avaient collectées étaient envoyées sur un serveur qui nous permettait ensuite de travailler sur les choses. Alors, vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. Quand ils identifiaient un touchpoint, alors par exemple, on se balade dans un hôtel, j'arrive avec ma valise qui a des roulettes, et puis à l'entrée de l'hôtel, il y a une marche. Avec ma valise à roulettes, c'est pas bien facile de monter sur la marche. Alors le client identifiait un touchpoint qui disait la marche à l'entrée de l'hôtel. Et puis ensuite, on leur demandait de documenter ce touchpoint, c'est-à-dire de prendre une photo, de prendre une vidéo, de noter un petit peu de texte, ou encore même de faire un enregistrement vocal afin de nous expliquer véritablement pourquoi ce touchpoint était important pour eux. Et ce touchpoint pouvait être positif, par exemple un très bon accueil de quelqu'un qui nous a rendu service, ou bien négatif, comme cette petite marche à grimper avec ma valise. Et puis ainsi, ils allaient sur le service touchpoint, et chaque opportunité d'identifier un touchpoint, ils le notaient, et ils le documentaient avec des photos, etc. Et on leur demandait aussi, avec les petits smileys à gauche, d'indiquer si ce touchpoint était dans la zone verte, positif, ou dans la zone rouge, négative. Et puis ensuite, vous voyez, dans la deuxième photo au milieu, là, ils mettent un petit commentaire pour dire, bon ben voilà, ça m'a plu, etc., ça m'a pas plu. Et puis ensuite, ils pouvaient prendre des photos pour documenter un petit peu plus leur système. À la fin de tout ça, quand toutes ces informations sont envoyées sur le serveur, nous, en back-office, on a quelque chose qu'on appelle My Service Follow. Et My Service Follow, ça ressemble un petit peu à ça. Pour chaque client, sur chaque ligne horizontale, c'est un client. On a la succession de touchpoints avec les verts, les rouges, les commentaires. Et on peut ensuite aller chercher les photos, les vidéos, les textes, les enregistrements audio qu'on a pu enregistrer et qui nous permettent de mieux comprendre l'évolution donc du service dans l'esprit du client. Alors on fait ça, encore une fois, ça c'est une autre photo qui permet de voir un petit peu que certains clients, très simplement, dans une situation, vont prendre seulement 4 touchpoints, 4 ou 5 ou 6, et puis d'autres vont voir tout un tas de choses, et puis ils vont identifier 12, 15 ou même 20 parfois, hein, c'était plus rare, mais il y avait vraiment de quoi faire avec eux. Ce qu'on peut faire aussi avec My Service Follow, c'est identifier au niveau géographique où sont les touchpoints. C'est-à-dire qu'on pouvait suivre les clients au fur et à mesure dans la destination pour comprendre s'il y a des zones rouges, par exemple, des zones qui sont plutôt vertes. Et là, on sait qu'il y a une concentration de situations dans lesquelles les clients ne sont pas très satisfaits. Et puis nous, toutes ces informations, on les met ensemble, on les cadre un petit peu, et ça nous permet ensuite d'aller voir le client, si je puis dire, qui peut être le directeur de l'office du tourisme, qui peut être le directeur de l'hôtel, qui peut être peu importe, et on fait un débriefing avec lui et on travaille avec son staff pour améliorer la qualité de service dans son établissement. Alors, voilà en quelques mots notre projet. Les délivrables qu'on devait faire vis-à-vis de l'Europe, c'était construire, si je puis dire, développer cette app, c'est fait. Un site web de partage sur lequel on est encore en train de travailler, qui n'est pas tout à fait fini. On a publié, ça je vous donnerai ça si vous êtes intéressé, c'est un book, un livre qui est publié papier mais aussi électronique, un e-book. Je vous donnerai, si c'est possible, à l'intérieur des organisateurs de la conférence, le lien. C'est un livre qui est gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement, sur Service Design in Tourism, dans lequel on parle de notre expérience, on parle de Service Design, on parle des leçons qu'on a apprises en quelque sorte. Et on a en quelque sorte terminé ça avec une conférence qui s'est déroulée il y a quelques semaines seulement à Innsbruck, qui nous a permis de rencontrer des professionnels du tourisme d'une part, des professionnels du service design, des consultants d'autre part, et puis toute notre équipe d'académiques, si je puis dire, de profs et de chercheurs qui avions lancé cette approche.
Voilà. Alors, et puis bien sûr des recommandations managériales. J'ai encore 5 secondes, 3 peut-être, pour vous remercier de votre attention et remercier aussi l'Union européenne parce que c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne dans ce contexte. Merci de votre attention. Vous invite à rester sur scène. Il y aura une période de questions après la prochaine présentation. Le prochain invité sera présenté par Mme Emmanuelle Legault. Elle est la vice-présidente marketing à Tourisme Montréal. Alors, c'est à son tour. Si vous m'excusez. Voilà. Bonjour, on m'a demandé de faire ça en franglais. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente notre prochain conférencier, M. Craig Webster. M. Webster est professeur associé à l'Université de Nicosia à Chypre. It's with pleasure that I would like to introduce you to Mr. Craig Webster, Associate Professor of International Relations at the University of Nicosia in Cyprus. The focus of his work is on the major political and economic issues linked with tourism globally. He is the editor-in-chief of Tourism Today, a co-editor of the Cyprus Review, and has published in many peer-reviewed journals in tourism, including Tourism Geographies, Tourism Economics. His most recent published work is the book Future Tourism, Political, Social and Economic Challenges. Aujourd'hui, M. Webster nous parlera de la promotion du tourisme et de la nécessité de mesurer, tout en adressant les limites des données. La promotion réalisée par les offices de tourisme est-elle vraiment efficace? C'est la question à laquelle tente de répondre M. Webster. So without further ado, please welcome Mr. Webster from the University of Nicosia. Hello, I'm Craig Webster. Thank you very much for that very pleasant introduction. I'm very happy to be here in Montreal. I've had a lot of fun here and been coming here for many years, and I'm glad to be here again. Anyway, today I want to talk a little bit about tourism promotion. This starts from some work that I started in around 1999 and 2000, because I became interested in that question of the measurement of promotion and its impact upon tourism flows. Now, the interesting thing about it is we can all understand the practical reasons for wanting to know about promotion and its impact. I mean, there's all sorts of planning reasons. There's all sorts of reasons in terms of the strategic uses of resources and such. The only thing I could really think of is that there is that question of how effective is it, and it could be a blame game passed. There are other problems too. It's also a very difficult thing to know and to learn about. So what I wanted to talk about is this approach that I developed years ago, and it's the only one that I know of to work with tourism flows for states, or countries as you call them. Now, in terms of promotional efforts, you have two basic approaches, and that is increases in tourism flows can be explained away by promotion or attributed to something else. And likewise, decreases in tourism flows to countries can be attributed to poor promotion or anything else. So what I wanted to deal with is that question of how do you use the data that are available and try to make sense of the impact of promotion. And in this picture, I like it because it sort of emphasizes and symbolizes the problem, the poverty or a situation. And the only thing sometimes stopping us from going forward is our imagination. And that is using our imagination to use with what we have to see how far we can get. And that's what I started working on in 1999. I realized when I was asking people in the Cyprus Tourism Organization, what is the impact of your promotion? They really didn't know, and they really had no way of assessing it. That there was an easy way, probably, with available data that we could go forth and do this. And this is what I worked on for a few months, and I've been working on this steadily with Stanislav Ivanov since that time, around 2004 or so. He and I started working even more on this and working at different countries. A lot of our interest was in the question of NTOs, National Tourism Organizations, because both Stanislav Ivanov and I are very much involved in the political economy of tourism, and we wanted to know how the state's influence in tourism markets plays a role in encouraging tourism flows.
So the question is, how do we know that promotional efforts have been effective? At this stage, we're largely talking about NTOs, National Tourism Organizations, because they have the budgets and capabilities and people responsible for promotion, but they don't necessarily know the fruits of that promotion, except by guesswork sometimes. So the question also was, well, how can we do this with those data that are currently available? Now, in our approach, and I say ours, I'm talking about myself and Stanislav Ivanov, what we've looked at is we've looked at NTOs, National Tourism Organizations, and how they market abroad. We look at cross-sections, that's for specific years available, and we look at flows that are associated with various promotional efforts. And the same process and approach can be used for pretty much any country. So far, we've done it for Cyprus, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, and Slovak Republic. And I'll show you the data from Croatia, Slovak Republic, and Czech Republic that we published a few years ago, because I think it's fairly relevant. And it's very simple. The question of, first of all, is measuring tourism flows, which is really a question of expressed demand. There are three major ways of measuring this expressed demand, and that is the question of visitor arrivals, visitor days, or visitor nights, however it's put in the statistics, and that varies slightly from country to country, and the amount spent. What he and I decided to do largely is not to look at the amount of money spent that tourists report when they come to a country, because that is sometimes not perfectly remembered or known, or sometimes misexpressed. So our decision was just to look at two very different dependent variables. One is how many visitor arrivals come from a country, and the other one is to look at visitor nights or visitor days that are coming to a country. So this is what we're looking at, these two dependent variables, visitor arrivals by country and visitor days by country. Again, we're looking at cross-sectional stuff. Promotion. How do we measure promotion? There are easy ways of measuring this. The most rough, vulgar, I would say, way of measuring it is does that country have an NTO office in that other country? That's a very simple way of doing it, because when you deal with this question of measuring promotional efforts, is there an NTO available? What you're just stating is that NTO has decided that this other country has a market that's of such value, it's worth the investment of renting or buying office space and putting someone there, whether it's one person or 100 people. They've made that move. And this is usually publicly available data, very simple to get. The other is a better way of doing this is how many resources are being dedicated in another country for promotional efforts. What we use to measure this the best way possible is when we have information from the NTOs of how many people are working at these various different NTOs abroad. This can help you. The idea being the more employees, the greater the investment, the greater the efforts of that country. The other way is just looking at the amount of money spent on promotion on a country-by-country basis at time -1. This is always the year before. Promotion in 1999 should lead to flows in 2000, although that's not an iron law, I would say. There are other things that we looked at in terms of what other things would explain the things such as tourism flows. And here's really what we have. We're looking at the question of tourism promotion causes overnights and visitors. But there are other things that can cause this as well. One thing is wealth. That is the idea that more wealthy countries can have populations that can afford travel. We also look at this political question of visa requirements. That is, visa requirements should lead to reductions in tourism flows. And this is actually a very interesting thing because there's a very strong relationship between these two questions of wealth of a country and visa regulations. The other question is just a very, very rough way of measuring proximity, and that is neighboring countries. There's also these cultural sorts of things that we looked at as, is there a communist legacy
from the past, because we're looking at Croatia, Slovakia, and Czech Republic in these, and we have sort of former fellow countrymen and women being bunched together. We put those in as other dummy variables. So what we wanted to look at is, do any of these social and economic variables have an empirical relationship with tourism flows and with tourism overnights? What we find is we have some interesting findings. I suppressed the intercept on this because for theoretical reasons, that there was no such thing as a country without a GDP, although a lot of countries are getting closer to that. But what we have here is what we find is that this model, looking at tourism arrivals for Croatia, this is 2004 data, we see that this explains about 49% of the variation. The interesting part about it is the only thing that explains that variation is the presence of a National Tourism Organization office. And from how we measure this, each NTO seems to be associated with, I'm not saying caused, because I think that's a fairly strong thing to say, seems to be associated with about 399 tourism arrivals from a country. This is the association. We also looked at this question of tourism arrivals and number of NTO employees abroad. And what we find, again, is that this model explains about 57% of the variation. The interesting thing, again, is the number of tourism arrivals is the only indicator, or I'm sorry, the number of employees is the only indicator that seems to be related to, in a positive way, with tourism arrivals. Again, that promotional variable, that measure of promotion, how many people are dedicated in a country, seems to have a very strong positive relationship, suggesting that each employee is actually worth 145,000 arrivals. That's a suggestion. Again, when we look at tourist fares, and the reason we have this good data from Croatia is somebody inside the organization gave it to us. Again, this is an interesting one in that it explains about 87% of the variation. The tourism fairs attended in countries, for example, if there were 15 attended in Germany and 4 in France, France would get 4, Germany would get 15. Each tourism fair seems to be associated with about 69,000 tourism arrivals to Croatia. What's also interesting too, when you get to this level, we also see that neighbors of Croatia this variable seems to be positive as well, and it seems to make some impact. This is actually a very interesting model to me, because we could model tourism flows to Croatia in 2004 and explain about 87% of the tourism flows based upon tourism fairs attended by the NTO of Croatia in 2003 and whether a country is a neighbor or not. Again, each time we looked at those different measures of promotion, we see the same result. Any state intervention in the promotion seems to be linked with a positive increase in tourism flows. In Czech Republic, I mean, I put these on the same slide just to make things easy. They explain 45 to 50% of the variation, both of them. Again, always what happens is the National Tourist Board offices seem to have a positive effect on flows of tourism. And this is fairly constant throughout all the data we looked at. We also see for Slovak Republic a very similar thing. Tourism flows, that is arrivals and overnights, number of overnights by country, we see the same positive thing. And in this case, we're talking about 75 and up, 80% or 85% of the variation is explained with a very simple model. And in this model, the NTO is present. Now, we didn't have somebody to give us the number of people who worked in different NTOs or information on tourist fares for Slovakia and Czech Republic. It would have been nice to explore the data more. But again, from the most coarse variable we have to measure
the promotional efforts, we always see a positive impact. And we argue that this correlation may suggest a positive relationship between promotion. So what did we learn in the end? We learned that these models, they're very simple models using data anyone can gather from the internet, sitting in their office in a basement anywhere, with the exception of some of these more refined promotional variables that we were able to get from Croatia. They're always positive, and they are always suggestive that the state's involvement in promotion has a positive impact. And sometimes that positive impact, we can argue, can be measured in thousands of arrivals or overnights or something like this. But again, this is always a positive thing for every country we've looked in for this. In terms of these control variables we looked at, we see that this question, they're not always fixed. The interesting thing for me is that control variable of visa requirements usually doesn't mean anything. And I think that's because we look at wealth of countries along with the visa requirements, and countries that are fairly wealthy typically don't have many visa requirements on their nationals traveling abroad. So there's that relationship, which I think washes out that political requirement of a visa. We also see that we have some mixed issues regarding neighboring countries and such, but it's not across the board true necessarily. So, what have we learned? We learned that tourism flows for Croatia, Czech Republic, and Slovakia show us that these promotional efforts are always positively related to the impact of tourism, that is, tourism flows and overnights in a country. This is interesting, I mean, and I wish we had richer data that other NTOs could give us, the number of employees abroad, the amount of money they spent in promotion abroad, because we could do some really interesting research on that. We find also that some other things seem to work, but nothing seems to influence consistently and strongly tourism flows and overnights as these, even from the roughest measures of presence or non-presence of an NTO in another country. There are some weaknesses to this. First of all, you don't fish where you know there aren't fish. And that is that governments don't set up NTOs in places that are unlikely to bring returns in their investment. So it's somewhat of a self-fulfilling prophecy that NTOs are set up in locations that are going to be fruitful. Although it's not always the case. The Republic of Cyprus has been fairly desperate to get French nationals to go to Cyprus for vacation, and it hasn't been particularly successful. There are some other problems that come up too, because you have many forms of non-country specific ways of advertising. If any of you ever watch Euronews, you'll see all sorts of advertising which might bring in returns of tourism flows and overnights, but you wouldn't know necessarily just by looking at data the way this looks at the data, because you're not really sure who's watching Euronews. Anyway, what has to be done? This approach seems to be useful, although a fairly blunt instrument. It does give results that are debatable, and it has a model that can be tailored to different countries and even different entities. There's absolutely no reason why you couldn't have, for example, some sort of analysis like this for the province of Quebec if you have some data on promotion outside of Quebec. It can be modified in many different ways and improved, and I hope that someone would improve it, and I'm fairly happy there's someone up in the Baltic states who's now using the same methodology to look at Baltic tourism to see the impact and measure the impact of the state's promotional efforts. And I find it encouraging because even if the method has a weakness, I think it's following the right line of questioning. That is, looking at promotion and questioning how effective it is and trying to find out how effective it is rather than just assuming it is or isn't. Thank you for your attention. Merci beaucoup. C'était quelque chose de très fun pour moi d'être ici. Bye bye.
Alors, c'est la période des questions et je vois déjà quelqu'un debout, Mme Levasseur, qui posera les questions, manifestement, probablement pour M. Dimanche. Oui, une question pour vous, M. Dimanche. Par rapport à l'outil que vous avez présenté, qu'est-ce qui incite les touristes à participer à une démarche comme ça là, de Touchpoint? Est-ce qu'il y a une forme de motivation quelconque ou est-ce que les visiteurs y acceptent de participer par intérêt, par curiosité? En fait, la sous-question, c'est croyez-vous que c'est possible que les touristes utilisent un tel système en dehors là, d'un cadre expérimental? Alors en fait, sur le projet européen, chacun d'entre nous avait le loisir de donner des motivations aux touristes ou pas. Nos collègues suédois, par exemple, qui ont travaillé sur un événement, donnaient une entrée gratuite à l'événement. Nos collègues autrichiens qui travaillaient dans une station de ski à Saint-Anton offraient une journée de ski gratuitement, un ski pass gratuitement. Chez nous, à Sophia Antipolis, à Mougins, Antibes, Jean-les-Pins, on n'a rien offert. Tout simplement parce que les offices du tourisme avaient pas trop envie de leur donner grand-chose de valeur, à part un porte-clés ou un poster, et j'ai pensé que ça valait pas la peine de donner un poster aux personnes. Donc on leur a gentiment demandé s'ils voulaient participer, et ça suffisait. Je crois que les gens étaient assez intrigués par deux choses. Premièrement, l'utilisation de l'outil était intriguant pour eux, et ça on l'a vu dans toute l'Europe. Les gens avaient vraiment plaisir à participer à quelque chose de nouveau comme ça. Et puis, deuxièmement, je crois qu'ils sont, quand on donne à des clients l'opportunité de participer à l'amélioration d'un service, je crois qu'ils sont contents de vous aider. On n'a eu aucun problème pour les recruter. OK, merci. Sinon, pour des moyennes entreprises qui cherchent à améliorer la qualité de service, le service design, est-ce que vous avez des suggestions de technologies qu'elles pourraient utiliser? Alors, vous parlez de technologie pour mesurer l'évaluation du client ou pour améliorer le service? Pour améliorer le service, ben, s'il faut commencer par mesurer, ça peut être une première étape, puis ensuite l'améliorer. Mais avez-vous des suggestions pour des petites moyennes entreprises de travailler à ce service-là en dehors là, de peut-être l'exemple que vous avez présenté? Connaissez-vous d'autres façons? On a beaucoup dans notre environnement que je connais sur la Côte d'Azur, il y a de plus en plus de petites entreprises touristiques, j'entends, hein, qui utilisent maintenant les nouvelles technologies. Je crois qu'ils s'attendent tous à ce que les clients aient un smartphone. Donc, ils sont tous en train de développer des apps, ils sont tous en train de développer des QR codes d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas toujours très efficace. Je crois qu'il ne faut pas faire la technologie simplement pour faire la technologie. Il faut faire la technologie si ça crée de la valeur pour le client. Et ça demande... c'est là que le processus de service design est intéressant. Ça demande du temps pour comprendre l'attente des clients et pour tester des services et voir si, oui ou non, on crée de la valeur avec l'application technologique, quelle qu'elle soit, pour améliorer l'expérience du client. Ça se fait. C'est pas parce que c'est technologique que ça va être bon. Dr. Smith? Craig, thank you very much for a fascinating presentation. The general question that you're looking at is one that I get asked quite frequently by some of my own destination marketing organization friends and partners. A couple of questions that have come in. The first one is, could you give us a sense of the relative importance of the side in terms of the relationship between promotional activities and the results? How much of it is associated with the actual amount of money, the budget for promotion, versus the type of promotion? Is what you do more important than how much you spend, or what's the balance there? Well, I think you bring up a good point. That is there a question of, I shouldn't be looking at myself, there's a question of quantity and quality. Is there a relationship between quantity and quality? This I really can't answer, but I think there should be an eye to the question of the quality of promotions. And many people who might say that a certain promotional effort was not particularly effective or good would be talking about the quality of it. It may have been an extraordinarily expensive promotional effort to make,
but it just is a flop for one reason or another. So I would say that by only looking at quantity, which is what these numbers really can do, maybe there's another way that I can address this question of the quality of presentations, that could be done. But using this very blunt, simple, cheap approach, we really can't incorporate it at that time. If we have the ability to rate promotional efforts, and we could do that, we could check whether the impact would be more effective or not, based upon the quality, rather than just the quantity of money or investments made. Thank you. There's another question which is probably impossible to answer, but I'll ask it anyway. Do you have any advice or guidelines in terms of the percent of the promotional budget of an organization that should be devoted to collecting data to evaluate the effectiveness of promotions? Data costs money, of course, and one of the questions that I know as many DMOs, national tourism organizations, always debate is how much money should we be spending on research? Do you have any feeling for what percentage would be appropriate? Well, again, it is impossible to say that, because obviously you'd want the best data available, but you don't want to pay for it. And, and this is why states are pushed into gathering data, is because the private sector doesn't want to use it, but it wants to have access. The closest thing in the United States to an NTO is a small office within the Department of Commerce, and one of their things they're supposed to do is gather data on tourism. Why do they do that? And that's largely because the private sector more or less demands it, and there's probably some sort of requirement on gathering these data. And that's really their job, is to liaise with other NTOs and through the OECD. They don't get involved really in directly promotional stuff in the US. I mean, it's very much a liberal approach toward NTO or management of the national sort of tourism product. That is, leave it to the states. That's a federal sort of approach. But you also have that very liberal approach where it's the private sector's problem, but for some reason the state still gets involved with the collection of the data. In these days of downward spirals of economies, there'll be more demands on the states to produce more data and less funding available. So I don't see a particularly bright future in terms of gathering of data, although there may be lobbies that are able to get higher quality data done. We had a talk yesterday from the UN WTO person here, Clara, who talked a little bit about that, and I thought that was encouraging. I guess another data-related question, and that'll wrap it up for me. Could you talk a little bit more about the statistical model that you used? What sort of data did you employ? Cross-sectional, time series? Is this a multiple regression approach? Could you just talk a little bit more about the statistical approach? It was a very simple model. I discovered that nobody had really worked on this before, unless I just haven't found out about it. And since, and other people have been working on the similar questions, but they said that this is sort of the first type of approach that asked this question. It's a very simple model. I went, again, like in the picture with the bottles as shoes. I worked under similar circumstances. I had a computer, internet connection. I didn't even have SPSS when I started off. I had only access to publicly available information, and that was World Bank information on GDP per capita. I looked just at geography and looked at maps to find neighboring countries. I was able to get people in the Cyprus Tourism Organization to give me some data about promotional efforts. But then I had to go and find someone with SPSS to do the regressions. The regression is simple, cross-sectional, with the promotional effort at T-1. So if it's 2004, the dependent variable, that is the overnights or the visitors, then 2003 are the promotional efforts, the NTO number of employees in each office abroad, the efforts in terms of money spending in different countries measured one way or another, and the other independent variables. Oui. Moi, j'ai une autre question, en fait, pour M. Dimanche de la part de l'Assemblée. Est-ce que l'application My Service Fellow serait aussi utilisable, applicable pour un DMO? Parce que ce que j'ai compris, les essais jusqu'à maintenant, c'était dans des petites villes, des petits villages. Est-ce que ça pourrait être utilisé par un DMO plus grand comme Montréal, par exemple?
Et si oui, quand vous faites une expérimentation du type que vous avez fait ou d'autres, quel devrait être l'échantillon à peu près là, pour évaluer l'expérience? Merci. OK. Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. La taille de l'échantillon est moins importante dans la mesure où on est dans une approche qualitative. On ne cherche pas à avoir 200 personnes ou 300 personnes ou autres. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est la qualité de l'information, la richesse de l'information. On fait une étude de ce que les gens nous disent, de ce que les gens écrivent, du type de photos qu'ils vont prendre pour identifier les touchpoints qu'ils partagent avec nous. Donc on n'est pas dans une perspective quantitative d'échantillonnage. Et quant à l'autre question, bien évidemment, ça peut s'adresser à n'importe quel type de client, pas seulement des petites villes ou des petites NTO ou des petites entreprises. Le tout est de bien définir quel est le type de service qu'on veut évaluer. Dans l'expérience que nous avons eue avec les collègues européens, on s'est aperçu que l'approche fonctionne le mieux quand on définit bien a priori pour les clients le type de service ou la phase de service qu'on veut évaluer. Je vous donne un exemple. Si on leur demandait par exemple d'évaluer tout le colloque, ce serait certainement pas très intéressant. Pourquoi? Parce que les gens iraient dans toutes les directions. Certains d'entre vous parleraient du dîner, du déjeuner, certains parleraient de la salle, de la lumière, parleraient du procédure d'inscription, etc. On préfère saucissonner, si je puis dire, toute l'expérience en sous-expérience. Par exemple, on va leur donner, vis-à-vis de l'inscription à la conférence et au système d'inscription pour retirer les badges, etc., voilà, identifier ça. Ou autre, le banquet. Ou autre, la session cet après-midi, par exemple. Et là, on est capable vraiment d'avoir beaucoup plus de feedback qualitatif important et intéressant parce qu'on aura mieux défini ce qu'on désire évaluer. Plus on donne une grande latitude dans le temps et dans l'espace aux clients pour évaluer un service, plus les informations vont être diffuses et moins on aura l'opportunité d'en tirer quelque chose d'utile.